Nous sommes dans le bureau de M. Marc Demers, maire de Laval, pour discuter pendant 30 minutes de politique municipale, des affaires municipales. Bonjour, Monsieur le maire. Bonjour à vous et merci de prendre le temps, vous et votre équipe, pour informer les citoyens de Laval sur tout ce qui se passe. Merci de nous recevoir. C'est un privilège d'être là. Monsieur le maire, on va entrer tout de suite dans le vif du sujet. On ne peut pas occulter que ça brasse. Hein? Ça brasse à la mairie, ça brasse dans le mouvement lavallois. Pouvez-vous nous faire un petit topo où vous en êtes rendu actuellement et est-ce que ça a un impact sur la gestion quotidienne de la cité? Alors, essentiellement, effectivement, ça brasse. Il y a des gens qui ont un certain mécontentement. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a engagé un médiateur indépendant, qui est un professionnel de l'Université du Québec à Montréal et qui tente d'adresser les différentes problématiques pour régler la situation. Ceci étant dit, sur le quotidien, l'administration quotidienne, il n'y a pas réellement un impact. Les employés continuent à faire leur travail, à donner le service à la population. Là où ça a un impact, c'est sur les grands projets, c'est sur les visions d'avenir, c'est sur le développement. D'accord, le programme sur lequel vous avez été élu. Effectivement. En fait. Voilà. Et évidemment, les négociations avec les autres paliers de gouvernement. Et ça rend ça plus difficile. Alors oui, il y a des impacts à ce niveau-là, mais sur le quotidien, non. Non, d'accord, mais vous êtes optimiste que ça va se régler, j'espère. On y travaille et je pense que les gens sont de bonne foi, alors il y a des choses qui devraient se régler. Se régler, d'accord. On va maintenant passer à la gestion en tant que telle de la municipalité avec les fonctionnaires, comme vous l'avez dit. Monsieur Serge Lamontagne est parti, donc vous avez nommé une directrice intérimaire, Madame Imbo. Oui. Est-ce qu'il y a un processus pour nommer le plus rapidement possible un directeur général? Oui, effectivement. Premièrement, on devait nommer quelqu'un par intérim. On a appris dernièrement que Montréal avait fait des offres à M. Lamontagne, ce qui démontre que c'est quand même bien. On recherche le talent lavallois et Montréal a déjà le directeur général, il y a le directeur du service du contentieux qui est venu chercher et notre vérificatrice générale. Bon. Mais le défi de l'administration, c'est de constamment se renouveler. Alors, ça fait partie du défi qu'on a décidé d'assumer. Il y a effectivement une firme spécialisée de chasseurs de tête qui travaille pour nous. C'est une firme extérieure qui fait des démarches. Il y a un comité qui a été mis sur pied avec des représentants des élus de différents partis, de différents horizons, qui va conseiller le comité exécutif, qui, lui, va recommander au conseil. C'est un processus qui, je l'espère, pourra arriver à une conclusion vers le mois d'octobre. D'accord. Donc, très prochainement, on parle du mois d'octobre. Effectivement. Voilà. On espère pouvoir suggérer une candidature avant que tout l'exercice du budget pour 2019 soit complété. Et quelqu'un que Montréal ne viendra pas vous prendre cette fois-ci, j'espère. Bien, écoutez, ils ont signé avec M. Lamontagne quelques années. On devrait être tranquille, mais... C'est le talent qui est recherché. Laval est aussi réputé pour sa bonne santé financière. Hein? C'est quand même un point qu'on reconnaît. Et actuellement aussi pour tout ce qui est reprise de l'argent gagné par la fraude, par des manœuvres dolosives. Vous avez annoncé des recouvrements de 41 millions de dollars, c'est ça. Comment ça s'est fait et qu'est-ce qui va être fait de cet argent-là, monsieur le maire? Alors, effectivement, bonne santé financière, il faut revenir là-dessus. Ville de Laval, depuis notre élection en 2013, notre cote de crédit établie par la compagnie à l'époque Standard & Poor's, qui aujourd'hui s'appelle SP Global, qui est une firme torontoise, il nous donne la meilleure cote de crédit au Québec. Alors, c'est avantageux. On paie des taux d'intérêt moindres sur nos emprunts. Alors, c'est les citoyens de Laval qui y gagnent. En ce qui a trait aux sommes d'argent retrouvées,
c'est évidemment, à l'origine, c'est un projet où les gens, les journalistes me demandaient, croyez-vous réellement retrouver des sommes d'argent? C'est pas juste les avocats qui vont se mettre riches avec l'exercice. On peut dire aujourd'hui avec beaucoup de fierté que non. L'ensemble des sommes qui nous sont destinées et que nous avons obtenues est d'environ 41 millions, un peu plus que 41 millions. Je n'ai pas le droit, par la loi, de déterminer d'où viennent les sommes d'argent et quel montant d'une façon précise. Mais ce sont des sommes détournées effectivement. Voilà, oui. Des sommes récupérées suite à la collusion, la corruption de l'époque de M. Vaillancourt. Bon. Alors, il y a certaines de ces sommes-là qu'on a en notre possession, d'autres de ces sommes-là qui a une entente signée avec des versements prévus à des dates précises. Il y a un 10 millions qui a été récupéré de M. Vaillancourt essentiellement, qui a été placé dans un fonds qu'on appelle le Fonds de la place du souvenir. D'accord. Et il est placé à un rendement de 6 par année. Et ce 600 000-là est dédié aux enfants dans le besoin sur le territoire lavallois. Il faut se rappeler qu'on a plus de 50 000 personnes qui vivent sous le seuil de la pauvreté. Il y a des enfants qui vont à l'école, malheureusement, le matin et qui n'ont pas déjeuné ou des choses à ça. Alors, c'est un fonds spécifique, ce 10 millions-là. Les autres sommes d'argent, essentiellement, sont dédiées à faire des paiements comptants sur des acquisitions ou des obligations de la Ville, dans le but de maintenir la bonne santé financière et de payer le moins d'intérêts et, évidemment, d'avoir un impact sur le taux d'augmentation de taxes. D'accord. Alors, pour le réduire à sa plus simple expression. Mais j'imagine que c'est de l'information qui sera disponible sur notamment les projets qui vont être financés par ces fonds-là? Et c'est des paiements comptants. Donc, c'est versé au budget général et on va disposer, à titre d'exemple, réparer une aréna, réparer une rue, des choses comme ça. On va disposer de ces sommes d'argent-là pour effectuer des paiements comptants plutôt que d'emprunter des sommes d'argent. Des sommes, d'accord. Alors, ça va se traduire concrètement avec un niveau de taxation plus bas que qu'est-ce qu'on aurait besoin de faire sans ces sommes d'argent-là. Bon, bien, c'est parfait, ça. Maintenant, on parle d'investissement. Vous avez aussi annoncé, vous avez parlé du Fonds Souvenir, mais vous avez annoncé aussi récemment une contribution de 600 000 $ au campus Lavallois de l'Université de Montréal. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus et c'est destiné à quoi concrètement? Écoutez, il y a eu une négociation il y a environ 9 ou 10 ans avec l'université pour que l'Université de Montréal puisse offrir un pavillon sur le territoire lavallois. Et il y a eu une entente de signer qui donnait des subventions annuelles pour une période de 10 ans. Alors, c'est dans ce cadre-là que ça a été donné. Mais on négocie constamment avec les universités pour offrir une offre de services plus importante sur le territoire lavallois. Alors, l'Université de Montréal, on le sait, ont un pavillon très important au centre-ville, à côté de la bouche de métro, en face du cégep Montmorency. Alors, il y a un pôle d'éducation, un pôle du savoir qui est là important, et on négocie pour augmenter encore. Et à l'heure actuelle, l'université réfléchit à une offre de services supplémentaire, donc à une formation spécifique qui serait sur le territoire de Ville-de-Laval. D'accord, plus de programmes. Effectivement. On sait que sur le plan démographique, les jeunes qui vont étudier à Montréal, à Sherbrooke, pendant quelques années, 4-5 ans, font leurs racines là. Et c'est lorsqu'ils établissent une famille et qu'ils reviennent à Laval. Alors, on perd beaucoup de jeunes qui nous quittent pendant quelques années. Et si on a des pavillons universitaires sur notre territoire, on va garder cette clientèle-là, cette population-là, et proche de leur famille. Alors, c'est un des objectifs. Donc, un des objectifs, c'est un impact démographique. Oui, mais j'imagine aussi le rayonnement de la ville, d'avoir une université reconnue.
Donc, Monsieur le maire, vous avez ouvert la porte à la démographie tantôt. Selon le rapport de recherche, évaluation de la couverture des besoins en périnatalité de la population lavalloise, donc une étude préparée par l'équipe de recherche EPION de l'Université de Québec à Montréal, que vous avez commandité. Hein? Je pense que c'est une étude demandée par Ville de Laval. Donc, on estime que Laval a besoin d'une couverture en périnatalité. Est-ce que concrètement, cela va se traduire par des actions? Qu'est-ce qui va devenir, mettons, de mieux-être à Laval, qui était un des services qu'ils offraient? Alors, le projet Mieux-être date de quelques années. Il avait été présenté à la municipalité dans le cadre du support que la municipalité peut offrir. Et évidemment, au gouvernement du Québec, qui, eux, au niveau du ministère de la Santé et des services sociaux, normalement, offrent des subventions de fonctionnement à ces organismes-là. Et à l'origine, il y a 3-4 ans, et le gouvernement du Québec avait dit oui à ce projet-là. Et nous, on trouvait que c'est un bon projet parce qu'il y avait des services qu'ils offraient qui étaient inexistants sur notre territoire comparativement au reste du Québec. Ceci étant dit, le financement pour le fonctionnement de Mieux-être n'était pas au rendez-vous de la part du gouvernement du Québec. Il y a eu de longs débats et finalement, on voulait voir clair sur les affirmations de Mieux-être ou du gouvernement, à savoir qui avait raison, pour bien représenter les intérêts de la population lavalloise. Notre objectif, c'est de bien servir nos citoyens. Alors, on a commandé une étude pour faire le point sur la situation et les recommandations de l'étude sont quand même claires. Laval est sous-financé par rapport à d'autres régions et l'ensemble des autres régions au Québec. Le besoin, il est là pour Mieux-être et le rapport recommande au gouvernement du Québec de donner un financement récurrent pour le fonctionnement de Mieux-être. D'accord. Alors, effectivement, l'objectif, pourquoi on a financé ou commandé cette étude-là, on voulait une opinion indépendante d'experts qui pourrait clarifier la situation dans le but de bien servir les citoyens de Ville-de-Laval. D'accord. Donc, vous, si je comprends bien, vous allez pousser pour quand même qu'il y ait un financement récurrent, à l'échelle de ce qui se fait à Sherbrooke, mettons. Je pense que c'est une des villes qui a été citée par le rapport, et que Mieux-être puisse continuer à exister. Effectivement. Nous, ce qu'on a fait depuis le début, c'est ce rapport-ci. On a appuyé la position de Mieux-être. On a fait des représentations. J'ai envoyé de correspondance aux ministres leur demandant de donner le même service aux citoyens de Laval que les citoyens de l'ensemble de la province. Du Québec. Alors, le but, c'était d'arriver avec une opinion indépendante, sérieuse, d'experts pour convaincre le gouvernement. D'accord. Toujours dans le rapport d'EPION, on parle quand même de la progression démographique lavalloise, puis de la portion qui vient de l'immigration. Donc, ça nous ramène au fait que Laval est vraiment une ville très, très diversifiée. Voilà, on parle d'un Lavallois sur 2 qui serait né d'un parent immigrant. Ça pose aussi les problèmes du vivre ensemble. Hein? Je pense qu'un de vos... dans votre programme, vous aviez parlé de la mise en place d'une commission ou d'un conseil interculturel. Effectivement. Voilà. Où vous en êtes aujourd'hui? Est-ce que c'est toujours d'actualité? Oui, c'est toujours d'actualité. C'est toujours un engagement que nous avons pris et c'est surtout toujours un besoin. Évidemment, les communautés culturelles, l'immigration vient enrichir notre société, de leur savoir-faire, de leurs coutumes. Et je pense que nous sortons gagnants collectivement avec l'immigration. Par contre, il faut apprendre le vivre ensemble, dans le respect des uns des autres, et évidemment de bien maîtriser le français, qui est la langue officielle de travail. Laval est une ville francophone, comme la majorité des villes au Québec. Alors, il y a toute la notion d'intégration de part et d'autre, et le comité interculturel pourrait nous aider, nous guider.
dans ce processus-là pour aider les gens à tomber sur le marché du travail plus rapidement, à s'adapter à nos maisons d'enseignement et évidemment à bien maîtriser les us et coutumes de notre société. C'est pas toutes les communautés qui ont la même façon de faire. On a qu'à se rendre même dans les pays européens. Ils ont des méthodes différentes de nous et alors, il faut intégrer tout ça. Et le comité interculturel sera un guide, une inspiration pour nous aider à bien assumer cette responsabilité-là. D'accord. On parle d'une mise en place dans 3 mois, 6 mois, 1 an? Possiblement d'ici environ 6 mois. 6 mois. Évidemment, dans le programme électoral, c'est Oui. sur une base de 4 4 ans, ans. mais on veut réellement qu'il y ait des applications. Ça ne veut pas dire qu'à l'heure actuelle, il n'y a rien qui se fait. Il y a beaucoup d'organismes communautaires. Il y a de plus en plus aussi d'employés à Ville de Laval qui sont issus de l'immigration, qui nous permettent de mieux comprendre certaines situations et nous inspirent. D'adresser ces enjeux-là. Maintenant, on va aller sur un volet beaucoup plus léger, hein. C'est l'été et l'été à Laval, c'est vraiment beaucoup d'activités et la ville est très présente dans l'organisation de ces activités. Et puis une qui fait pas mal l'unanimité, c'est les zones musicales. Alors, qu'est-ce que vous nous réservez cette année? Qu'est-ce qui est en cours? J'invite tous les citoyens à aller sur le site de la ville ou dans les bibliothèques ou les lieux publics pour se procurer la programmation des ondes musicales. Essentiellement, c'est 40 spectacles qui sont diffusés à différents endroits à travers l'île, des parcs, des berges, il y en a eu à l'Hôtel de Ville, au Centre de la nature, par des artistes reconnus, et certains artistes la relèvent, et un menu très diversifié au niveau culturel. C'est offert gratuitement. Les citoyens n'ont qu'à apporter une chaise pliante. C'est ça. Quelque chose à boire, un verre d'eau, quelque chose, et à profiter du spectacle. C'est un peu partout et c'est la 3e année. Et les gens disent présents de plus en plus nombreux d'année en année. Alors, les citoyens le désirent, le veulent et pour cette raison-là, je crois qu'il est important de rendre la culture accessible à l'ensemble de nos citoyens. D'accord. Il y a des activités culturelles, mais il y a aussi des activités un peu pour booster l'économie, pour accompagner aussi les agriculteurs. Est-ce que vous avez un coup de cœur particulier parmi toute cette panoplie d'activités ou des coups de cœur? Oui, effectivement. Le territoire lavallois, le tiers du territoire lavallois est zoné agricole. C'est une richesse, c'est une grande richesse et qu'on a peut-être mal exposé, mal exploité. Vous savez, au niveau horticulture, Laval se démarque comme à peu près peu de régions. Et là, je ne veux pas favoriser un commerçant, un agriculteur par rapport à un autre, mais j'en ai visité plusieurs. Et quand je rentre dans certains de ces points de service-là, j'ai l'impression d'être dans un musée horticole. Et il y a des produits, il y a des aménagements qui sont spectaculaires, de toute beauté, et c'est sur notre territoire. En plus de ça, on a mis sur pied ce qu'on appelle les saveurs de Laval, qui est un programme rendant accessibles les produits de nos cultivateurs par Internet. C'est un projet pilote pour les gens situés dans le territoire à l'ouest de Ville de Laval. Si c'est un succès, nous allons l'étendre à travers l'île. Alors, vous pouvez commander des produits frais des cultivateurs par Internet et ils viendront livrer chez vous votre panier d'épicerie. Alors, j'invite les gens à visiter nos commerçants. Il y aura aussi des kiosques, comme à Sainte-Rose, qui est une tradition, un kiosque de produits frais de la ferme, souvent cueillis la journée même, le matin même, pour les rendre disponibles aux citoyens. Alors, je pense qu'il faut mettre ce côté agriculture, horticulture de l'avant sur notre territoire et j'invite les citoyens de Laval à consommer
Laval. Lavalois. Donc, on va aller certainement vers une AOC Saveur de Laval un jour. Saveur de Laval. Exactement. Toujours, parlant de l'été, ça a été quand même marqué par une canicule extrême. Hein. On a eu des périodes de chaleur vraiment extrêmes. Est-ce qu'il y a un plan, des mesures qui ont été mises en avant pour faire face à de telles situations, surtout concernant les aînés ou les personnes d'âge? Effectivement, il y a ce qu'on appelle chez nous une division qui s'appelle les mesures d'urgence, qui examine tout ce qui peut menacer le bien-être de nos citoyens. C'est un peu unique à Laval aussi. Et dans ce sens-là, nos mesures d'urgence, en ce qui a trait à canicule, ont un plan, ils ont une façon de faire. Premièrement, il y a une vigie quotidienne sur la situation et ce qui s'en vient. Alors, ils nous ont proposé des mesures qui ont été adoptées, à titre d'exemple, d'ouvrir des lieux climatisés, tels que les bibliothèques, des points de service de la ville, pour permettre aux citoyens d'aller s'y rafraîchir. Au niveau des piscines, les heures d'ouverture ont été, et des jeux d'eau, plus grandes, une plus grande offre de services. Il y a eu une campagne de publicité demandée aux citoyens de minimiser la consommation de l'eau, notamment éviter d'arroser leur gazon, de nettoyer leur véhicule, etc., etc. Alors, il y a des mesures, et ces mesures-là sont conditionnées par une vigie du niveau de l'eau dans nos rivières, où sont nos prises d'eau, et nous permettent de demander la contribution des citoyens. Et je vous dirais, il y a ceci de particulier aussi à Laval. Les citoyens moins fortunés, de plus de 65 ans, peuvent prendre l'autobus gratuitement pour se rendre dans des endroits climatisés tels que la place des aînés, nos bibliothèques, Carrefour Laval, d'autres centres commerciaux, et leur permettre d'aller chercher un certain bien-être dans le courant de la journée lors de ces canicules-là. OK. Et dans le long terme, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour réduire, mettons, les îlots de chaleur? Oui, il y a toute une planification. Vous savez, on tente de reboiser Ville de Laval. On fait des programmes pour la ville. On s'est donné des objectifs pour planter des arbres. On protège nos boisés. C'est dans notre schéma d'aménagement. Mais il y a aussi une stratégie. Il y a environ un défi de 100 millions de dollars dans les prochaines années pour faire l'acquisition de boisés qui ont une valeur écologique, qui sont situés sur une place stratégique de Laval. Il y a des programmes de reboisement avec des grands partenaires comme le Carrefour Laval, des arbres. Il y a des façons nouvelles de faire des stationnements qui sont étudiés. Et évidemment, on négocie avec plusieurs partenaires comme Hydro-Québec. Les lignes qui traversent notre territoire. Ça fait 2 ans qu'on négocie avec Hydro-Québec pour voir les aménagements qu'on pourra faire, comment rendre ça accessible. Alors, oui, il y a une grande stratégie pour réduire les îlots de chaleur, protéger les valeurs écologiques, et nous l'avons fait depuis 3 ans comme jamais la Ville l'avait fait auparavant. D'accord. Vous avez parlé de gaspillage d'eau, d'arrosage tout à l'heure, donc ça nous amène aussi aux règlements qui sont mis en place pour gérer la ville comme il se doit. Et quels sont les principaux règlements dont les citoyens lavallois doivent faire attention, là? À quoi ils doivent faire attention cet été? Il y en a quand même plusieurs, mais je vous dirais, ce qui me préoccupe le plus, c'est que depuis environ un an ou 2, et nous avons encore dans ce chantier-là au moins 3 ans, c'est de changer les habitudes de conduite des citoyens. La plainte la plus fréquente que nous avons eue depuis 2013 et même avant, c'est la vitesse sur certaines rues résidentielles. Alors, ce qu'on veut faire, c'est changer les habitudes de conduite des citoyens. La signalisation est mise à contribution, on fait des aménagements. Alors, il y a un programme qu'on appelle les mesures d'atténuation de circulation, on appelle ça le MAC, qui est un enjeu majeur pour changer nos habitudes. À titre d'exemple, les Québécois ne sont pas nécessairement forts à respecter la priorité des piétons à certains passages. On doit s'habituer à bien gérer les vélos qui ont droit accès à toutes nos routes, les pistes cyclables et tout ça.
Et les aménagements vont prendre encore 3 ans pour changer ça. Il y a aussi au niveau des animaux. La gestion des animaux sur notre territoire, on euthanasie environ 3000 chats par année et 1500 chiens par année qui sont errants, qui sont retrouvés. On ne retrouve pas les propriétaires. Alors, il y a le règlement sur les animaux qui est un règlement assez innovateur qui est axé sur le bien-être des animaux. Des animaux. Alors, ces règlements-là. Et il y a une refonte parce qu'à Ville de Laval, la réglementation, on ajoutait des règlements, mais on modernisait pas les règlements passés. Alors, il y a encore des règlements qui datent d'une époque qui n'a plus de raison d'être. Je pourrais vous dire, il y a pratiquement des règlements concernant la gestion des chevaux. Ah oui, parce que c'était plus rural que moderne. Voilà. Je crois qu'il faut actualiser nos règlements. Alors, c'est dans ce sens-là que nous avons de grands défis. C'est des chantiers qui prennent un certain temps. Mais les habitudes de conduite, les animaux, le micropuçage, effectivement, et la gestion de l'eau. La gestion de l'eau. Pour finir, Monsieur le maire, il y a eu un remaniement ministériel à Ottawa du gouvernement fédéral. Quelles sont vos impressions sur ce remaniement-là? Et il y a toujours un aspect humain derrière tout ça, évidemment, mais je vois de bon œil l'implication de plus en plus de députés québécois qui prennent du galon et qui vont pouvoir défendre les intérêts de la population, de la communauté québécoise. Alors, moi, j'ai vu ça de très bon œil et à l'heure actuelle, les relations avec le gouvernement de M. Trudeau et les municipalités sont généralement très, très bonnes. Merci, Monsieur le maire. Merci.